Combler le déficit de ciment dans notre pays, bientôt une nouvelle usine à classe ciment sera fonctionnelle. Coût de réalisation 50 milliards de francs CFA, projet porté par deux jeunes Maliens, une initiative saluée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a posé la première pierre. Conseil national de transition, séance plénière, deux projets de loi ont été votés, la loi hospitalière et la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé adoptée à 106 voix pour, 0 contre et 0 abstention. La phase 2 de l'extension des universités de Bamako-Kabala avance à hauteur de souhait. Satisfaction affichée sur le site par le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique accompagné de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Un jour, une formule de ce jeudi chronique signée sur Ibrahima Keïta fait un clin d'œil au point important de l'histoire anti-pénétration coloniale de l'Afrique de l'Ouest, l'épopée de Samori Touré, mort en détention au Gabon il y a 122 ans aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Atlas Ciment bientôt fonctionnel au Mali. Un double objectif visé, combler d'abord le déficit de demande en ciment pour un besoin de plus de 4 millions de tonnes par an, seulement 2 300 000 de ciment fournis par les usines de la place sont disponibles sur le marché. Secondo, investir au Mali pour son développement. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce matin à la pose de la première pierre de l'usine au bonheur de ses initiateurs. Coût de réalisation 50 milliards de francs CFA. C'était à Diogar, Nyanya Aliou Traoré, Adama Kamara. Excellence, Monsieur le Président, nous avons entendu votre message à l'endroit de la jeunesse. Si j'échoue, ce sera l'échec de la jeunesse. Ce projet traduit notre engagement à vos côtés pour que vous n'échouez pas. Ces mots sont la preuve concrète que la jeunesse malienne est debout derrière les autorités de la transition. Moyenne d'âge de notre intervenant, 35 ans. Amadou Sow et Papa Oumar Samaké ont décidé d'investir au Mali pour son développement et surtout dans un domaine où la demande est particulièrement forte, une cimenterie. L'objectif principal de ce projet est de réduire considérablement les importations de ciment au Mali et de contribuer au développement économique à travers la production de ciment par des Maliens pour répondre à la demande croissante des besoins en construction des infrastructures dans le secteur des bâtiments et travaux publics. C'est aux environs de 10 heures que la délégation présidentielle arrive sur le site. Un accueil des plus chaleureux lui a été réservé par les populations environnantes. La commune rurale de Dio, dans le cercle de Kati, région de Koulikoro, abritera ainsi pour la troisième fois une usine de ciment. La pose de sa première pierre a été faite par le président de la transition en personne. Une sortie qui en valait la peine afin de montrer toute l'importance qu'il accorde à l'initiative et le rôle futur que jouera l'unité de production dans l'économie nationale en général et locale en particulier. On a démissionné ne peut pas raconter on a ballot donc on m'a faut pas ailleurs à la gagne à Dama donc jamana be dégagé ngono ali be ala ka jamana bo dégagé ngono. L'unité de fabrication sera bâtie sur 14 hectares avec une production annuelle de 800 000 tonnes de ciment. Son coût de construction est estimé à environ 50 milliards de nos francs pour une durée de réalisation de 3 ans. Le projet porté par nos deux jeunes compatriotes avec le concours des banques de la place va créer au moins 600 emplois. Que de bonnes nouvelles pour nos autorités. Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements aux promoteurs de la cimenterie SES pour avoir choisi de faire un tel investissement dans notre pays et dans un tel contexte. C'est aussi le lieu de rappeler que la société SES a bénéficié de l'accompagnement de l'État à travers l'octroi d'un agrément au Code des investissements lui donnant droit à des avantages fiscaux et douaniers dans le cadre de la réalisation
de son projet dans l'exploitation de la cimenterie. Le président de la transition, qui se déplace rarement, a voulu marquer le coup. Le colonel Assimi Goïta précisera qu'il est important de favoriser les investissements et l'entrepreneuriat jeune au Mali. C'est avec une grande fierté que je félicite ces jeunes promoteurs maliens qui ont décidé de créer une unité de cimenterie à Djo. Cette initiative qui vient au point nommé cadre avec la vision du gouvernement qui consiste à soutenir toutes les initiatives nationales et surtout celles portées par la jeunesse dans le cadre de l'industrialisation de notre pays, qui est une condition sine qua non pour notre indépendance économique. Et j'en suis convaincu que la réalisation de cette usine permettra de créer des emplois directs au profit de la population, de combler le déficit du ciment sur le marché national, aussi de booster le secteur économique. Justement, vous venez de le dire, ça va créer des emplois, Monsieur le Président. Un mot de votre part à l'endroit des institutions financières, parce que tout le monde le sait, c'est pas évident d'entreprendre ici au Mali. Je pense que c'est une question d'audace et de courage et de vision. Et je profite de ce micro de lancer un appel à tous les Maliens de l'intérêt de la diaspora de venir investir au Mali et les rassurer que les autorités de la transition sont prêtes à les accompagner dans le strict respect des intérêts du peuple malien. Et oui, c'est dans la commune de Diogar, cercle de Kati, région de Koulikoro, que sera construite la nouvelle usine de ciment moderne dénommée Aklas Ciment. La première pierre, vous venez de voir, de cette entreprise 100% malienne, a été posée par le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Avec une capacité de production estimée à près de 800 000 tonnes par an, l'usine aura de l'impact sur la vie des Maliens. Nous vous amenons dans les coulisses de cette cérémonie, mais aussi à la rencontre des populations de Diogar, première bénéficiaire de cette initiative. Suivant. Bientôt 7 heures du matin, la commune de Diogar se prépare à vivre un événement historique. Dans quelques heures, le président de la transition doit venir poser la première pierre d'une usine de cimenterie initiée par 2 jeunes Maliens dont la moyenne d'âge est de 35 ans. Président na usine kurajo anga dugukolo kaya we do mayne semfato fle 50 kuna yenga nitela kalnere ni jaranye yere di qui dit usine dit forcément création d'emplois locaux. Rien que ça nous met en joie. On est vraiment très heureux d'accueillir le président de la transition, Assimi Goïta. Donc on lui souhaite la bienvenue. Et oui, ici c'est Diogar. La preuve, cette mobilisation à l'arrivée du président de la transition. La réussite d'une cérémonie dépend en grande partie de la sécurité. À l'entrée, tout est passé au peigne fin. Inspection des véhicules par l'unité cynophile et autres flux corporels. Ce travail consiste à checker les véhicules, nous assurer que le véhicule ne porte pas d'engins d'explosion, soit des risques. Le chien nous permettra à vérifier, à sentir ça s'il y a quelque chose ou pas. La population locale venue nombreuse fonde un espoir sur ce nouveau projet. Elle voit en cela une opportunité de réduire le taux de chômage dans la commune. Car dans sa politique de recrutement, la future usine fait confiance à l'expertise malienne. Cette usine-là va nous aider beaucoup parce que les jeunes là sont en chômage. On n'a pas de boulot. On est très content, ça je vous dis, on est très satisfait aussi. Dans le public, c'est un sentiment de fierté qui anime les uns et les autres. Selon eux, voir 2 jeunes Maliens mettre en place une usine de fabrication de ciment avec une capacité de production de 800 000 tonnes par an trace le chemin du Malikoura. La création de cette usine-là, ce serait quand même un plus pour le développement du pays. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons beaucoup par ce problème de manque de ciment. Alors donc, avec la création de cette usine, ce serait un départ pour le Malikoura et qui ferait en sorte que tout le monde pourrait quand même disposer en temps, au moment opportun et à bon prix et à bonne qualité du ciment. La première joie, c'est une fierté
de reconnaître que les Maliens sont capables de faire quelque chose eux-mêmes, sans passer par l'extérieur. Mon deuxième objectif, c'est que l'environnement va être un peu sécurisé. Les jeunes vont avoir de l'emploi. Et nous avons besoin de l'autosuffisance. Pas alimentaire seulement, mais dans tous les domaines. Le rendez-vous est pris dans 3 ans pour l'inauguration de la nouvelle usine de cimenterie. Mais en attendant, la population de Diogar donne un avant-goût de l'accueil qu'elle réserve aux autorités. À présent, carnet d'audience du chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Meiga, a reçu hier les membres de l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou, venus l'informer des préparatifs des journées culturelles de Tombouctou, journées culturelles qui se dérouleront du 10 au 12 juin prochain ici à Bamako. Aussi a été reçue une délégation de 7 Maliens qui viennent de boucler leur formation de master en épidémiologie de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Compte rendu de ces 2 audiences, c'est avec Boubacar Kanouté. La première édition des journées culturelles dénommée Tombouctou, la terre de rencontre, initiée par l'association des ressortissants pour le développement du cercle de Tombouctou, se tiendra à Bamako du 10 au 12 juin. En organisant ces journées, l'ARDCT et ses partenaires espèrent toucher le maximum de personnes pour leur faire découvrir la culture de la région. Nous voudrions, à travers ces journées-là, amener un bout de Tombouctou devant le fleuve Niger, expliquer aux Bamakois et aux étrangers qui vivent parmi nous qu'au lieu d'aller à Paris, d'aller à Londres pour faire ses vacances, les premières vacances doivent se passer à Tombouctou. Les premières vacances doivent être une visite à Tombouctou pour voir comment se passe le Mouloud, cette fête extraordinaire. Visiblement ému, le chef du gouvernement trouve l'initiative salvatrice, convaincu qu'elle va contribuer au rayonnement de la culture tous azimuts de notre pays, en particulier la ville mystérieuse de Tombouctou. Et le chef du gouvernement d'évoquer les défis à relever dans notre pays qui sont d'ordre sécuritaire, institutionnel, entre autres. Tombouctou a plus d'un titre figurant en bonne place sur la carte de visite du Mali. Maintenant, les cadres qui sont installés ici aussi, je voudrais vous féliciter pour les initiatives que vous prenez, de mettre en exergue le potentiel touristique et que les Maliens aillent à Tombouctou pour connaître et se connaître, parce que qui parle de Tombouctou parle de l'histoire de notre pays. Cette transition, pour sa réussite, elle a vraiment besoin du soutien des Maliens. C'est l'unité nationale, l'intégrité du territoire, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire national, la forme laïque et républicaine de l'État. Tout le reste peut se négocier entre nous Maliens. Une belle consécration de l'intelligentsia malienne à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Sur les 7 médecins en épidémiologie à prendre part à cette formation, 3 se sont fait distinguer. C'est une fierté pour nous. Nous avons fait un master en épidémiologie et le laboratoire de terrain. Le secret de démarquage des autres, c'était un travail d'équipe. Vous avez été des ambassadeurs du Mali. Vous savez, ces dernières années, on est tous gênés d'entendre que le niveau de l'école malienne n'est pas très élevé, pour ne pas dire plus. Et quand on dit que des Maliens, dans un pays africain, ont été classés parmi les meilleurs, c'est quand même un événement. Avant de prendre congé de ces visiteurs, le Premier ministre les a exhortés à s'impliquer dans le processus de refondation enclenché par les autorités de la transition. Plénière au Conseil national de transition, 2 projets de loi ont été votés ce matin. La loi hospitalière et la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé, adoptée à 106 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Adama Djimde, compte rendu. Les membres du CNT réunis en séance plénière ont adopté 2 projets de loi relatifs à la santé. Le premier porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 2022-04 PTRM du 22 février 2022 portant modification de la loi numéro 2
050 du 22 juillet 2002 portant loi hospitalière. Quant au second, il est relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 2022 portant création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Ces deux documents ont été adoptés par l'ensemble des membres présents, soit 106 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le chef du département de la santé n'a pas peiné à convaincre le CNT sur la pertinence de ces deux documents adoptés en Conseil des ministres le 9 février 2022. La création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé va jouer un grand rôle dans l'amélioration de la qualité des soins qui sont produits par nos établissements, parce qu'il s'agit d'un processus, comme cela a été dit, qui va accompagner nos établissements de santé à aller vers une certaine norme et aller vers des indicateurs que nous allons fixer pour que partout où on se trouve, à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, et qu'on soit dans le privé ou dans le public, qu'on atteigne quand même certaines normes techniques que nous allons fixer. La commission en charge de la santé du CNT, dans son rapport, a fait certaines recommandations liées à l'opérationnalisation et à la dotation en ressources humaines, matérielles et financières de l'agence. Pour son président, l'adoption de ces textes présente des avantages par rapport à la qualité de soins et de santé. L'adoption de ces deux projets de loi elle est importante. En fait, ça concourt à aller vers l'amélioration de la qualité des services à offrir aux Maliens. C'est un processus où les établissements de santé seront évalués et accrédités suivant ces normes-là qui vont améliorer la qualité des services de santé à offrir à la population. Il a été aussi question de la prolifération des cliniques et écoles de santé privées qui ne respectent pas forcément les normes. Les membres du CNT ont également adopté 3 autres projets de loi concernant le projet de mobilité et de connectivité rurale, la création de la Direction générale des transports et le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, phase 1. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cet élément avec Adama Djimde. Les œuvres, et aussi nous devons vous signaler que le Haut Conseil des collectivités a organisé 2 sessions de formation à l'intention de ses conseillers. On fait le point avec Inaba. L'objectif visé par ces journées est de mener des réflexions sur 2 sujets majeurs dans la consolidation du processus de décentralisation. Les échanges vont porter sur les agences de développement régional ADR et les contrats plans État-région. Il est aussi question de la problématique de la gestion domaniale et foncière au Mali. Pour cette nouvelle phase de la décentralisation, les autorités ont procédé à l'élaboration et à la mise en œuvre du suivi et évaluation du contrat plan État-région en vue de la réalisation des projets structurants d'envergure régionale ou du district de Bamako. Il s'agit donc des nouveaux mécanismes d'appui financier aux collectivités, régions ou districts pour accompagner les collectivités territoriales dans l'accomplissement de leur mission de développement économique conformément aux orientations de la politique nationale de décentralisation. En 2013, les États généraux de la décentralisation organisés par le gouvernement du Mali ont montré quelques insuffisances. Les agences de développement régional ont été créées en 2015 dans toutes les régions et les districts de Bamako. Dotées d'une personnalité morale et de l'autonomie financière, elles ont pour mission de favoriser le développement régional et local dans leur espace d'intervention. À ce titre, elles sont chargées d'assister les collectivités territoriales dans le cadre de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage du développement régional et local. À l'issue de cette journée, plusieurs recommandations seront formulées pour la consolidation du processus de décentralisation. Voilà, nous y sommes. Les œuvres sociales du président de la transition se multiplient vers l'école malienne. Après la réhabilitation des salles de classe, le colonel Assimi Goïta offre de l'eau potable aux écoles du district de Bamako. Sur les 36 forages équipés de châteaux fonctionnant au solaire, 10 ont été officiellement remis à Madame le ministre de l'Éducation nationale par les soins de la conseillère spéciale du président de la transition. Boubacar Sissoko était présent.
C'est un lot de 10 forages équipés sur les 36 prévus dans le district de Bamako qui vient d'être remis au ministre de l'Éducation nationale pour résoudre le problème d'eau dans certaines écoles. Ces adductions d'eau potable s'inscrivent dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Les bénéficiaires n'ont dit qu'un mot, merci au président Assimi Goïta. À travers ces adductions d'eau, le président de la transition vient de régler un problème crucial auquel la population de la commune souffre. Par ma voix, par la voix de la famille sanitaire, par la voix de la famille de l'éducation, nous disons grand merci au président de la transition. Nous sommes très heureux aujourd'hui pour avoir de l'eau. On avait manque d'eau. Moi-même, je me réveille ici à 3h du matin pour chercher de l'eau. Nous souhaitons aussi dans les jours à venir la clôture de cet établissement. Les écoles bénéficiaires de cet appui présidentiel étaient confrontées à un problème crucial d'eau. C'est pourquoi le ministre de tutelle a sollicité le concours du président de la transition. Nous avons lancé un cri de cœur en tant que département chargé des établissements scolaires. Et ce cri du cœur a été entendu par le président de la transition. Et aujourd'hui, la réception des forages offerts, financés par le président de la transition s'élève à 36. 36 forages en 42 jours, et ce dans le district de Bamako uniquement, sur la rive gauche, là où nous sommes aujourd'hui, et sur la rive droite. L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les écoles fait partie des priorités du président de la transition. D'où ces réalisations pour concrétiser sa promesse. On est là aujourd'hui pour honorer un engagement. Cet engagement, c'est l'engagement fait par le président de la transition le 7 juin, quand il a décidé d'octroyer 2/3 de ses fonds de souveraineté pour aider la population malienne, surtout les plus démunis. De cette date à maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, nous sommes à l'inauguration du 164e forage. Quand on a reçu la correspondance avec ce cri de cœur, dès qu'on est venu, on nous a demandé de prendre les dispositions. Alhamdoulilah, vous avez eu 36 forages. Avant Bamako, on tient à souligner que beaucoup de forages ont été faits dans différentes écoles. Le 100e forage même a été inauguré à Kidal dans l'école d'Intadéni, qui est la première école du Mali. Les milliers d'écoliers et leurs enseignants se disent désormais motivés à redoubler d'efforts pour redonner à l'école malienne ses lettres de noblesse. La deuxième phase de l'extension des universités de Bamako-Kabala avance à hauteur de souhait. Ce matin, le constat a été fait par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Compte rendu, Fousseni Tonkara. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique n'est pas sa première fois sur ce sentier. Cette fois, il est accompagné par l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Ensemble, avec l'aide des techniciens, ils ont pu visiter 3 compartiments de ce haut lieu du savoir. Première étape, la bibliothèque construite sur 2900 mètres carrés. Elle est dotée de 2 salles de lecture de 80 places chacune. L'institut qui porte le nom de Confucius, un savant chinois, a été le 2e compartiment visité. Ici, on compte 10 salles de classe et un mini-amphithéâtre d'à peu près 665 places. J'ai tenu ce matin à venir sur le chantier de Kabala avec l'ambassadeur de Chine pour que nous puissions nous rendre compte ensemble de l'état d'avancement des travaux. Et je suis très satisfait et je me dis que très bientôt, nous allons pouvoir réceptionner ces joyaux qui vont renforcer notre système d'enseignement supérieur. La dernière étape de la visite a concerné l'atelier d'impression. Ce local abrite des machines multifonctionnelles de dernière génération. Vous savez, ça c'est une importante composante de la phase de Kabala. Les ateliers d'impression, c'est un manque cruel dans notre système d'enseignement supérieur parce que les enseignants sont obligés de se débrouiller avec leurs manuscrits, y compris les revues scientifiques aussi. Donc ça veut dire que franchement c'est aujourd'hui un grand bond que nous allons accomplir
avec la mise en place de cette presse universitaire du Mali qui va être créée sur la base de ces ateliers d'impression. Cet espace universitaire de référence est le fruit de la coopération Mali-Chine. Le représentant de l'État chinois au Mali en est fier. En tant qu'ambassadeur, je suis très fier de la qualité des œuvres que la compagnie chinoise a réalisées. Et nous avons visité 3 blocs, mais je pense que cette œuvre va bien servir à la bien-être du peuple malien. Et je suis fier aussi de cette coopération fructueuse entre la Chine et le Mali. Lors de la séance de débriefing, le ministre Koné a joint sa voix à celle des responsables du centre universitaire de Kavala pour saluer le gouvernement chinois pour son assistance au Mali. Campagne cotonnière 2022-2023, les préparatifs vont bon train. En zone CMDT, dans plusieurs zones, les semis ont commencé à la faveur de l'installation des pluies. En ce qui concerne la disponibilité d'intrants agricoles auprès des producteurs, le taux de livraison dépasse les 60% pour le complexe coton et les 20% de l'urée. Révélation faite par le PDG de la CMDT. Il est au micro de Dougoufana Traoré. La disponibilité de l'intrant à temps est fondamentale. Au-delà de tout ce que les gens pensent, parce que c'est le premier intrant que nous utilisons, parce que sans production de coton, il n'y a pas de CMDT. Le premier intrant pour nous, c'est d'abord la semence, qui a été totalement distribuée, et les contrats que le GIE a passés pour satisfaire nos besoins, selon le plan de campagne que nous avons élaboré et qui a été adopté pendant le Conseil supérieur de l'agriculture. Ces contrats ont été signés pratiquement depuis le mois de décembre 2021 et dont les opérateurs avaient déjà commencé à approvisionner le pays jusqu'au l'embargo qui est arrivé en janvier 2022. Malgré cet embargo, certains opérateurs qui avaient déjà quelques stocks au niveau du pays et qui ont livré ça à la CNDT, et certains également aussi ont pu amorcer quelques approvisionnements à partir de certains ports de la sous-région. Je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes à un taux qui frôle les 62% pour le complexe coton. Pour le complexe céréales, nous sommes à peu près à 67%, et l'urée qui est utilisé généralement à partir des jouets, nous sommes aux alentours de 20% à peu près. Donc pour moi, ces niveaux d'approvisionnement ne sont pas très inquiétants. La Maison de la Presse en conférence de presse pour apporter des éclaircissements sur l'aide à la presse que l'État accorde chaque année. Il s'agit là de la période 2018 à 2022, un montant qui s'élève à plus de 600 millions de nos francs. Nous vous proposons d'écouter le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Dante, au micro de Boubacar Bablin Touré. Cette rencontre est une rencontre de clarification parce que le gouvernement, dans sa stratégie de communication, dans le cadre du bilan de la transition, a annoncé un montant de 600 millions mis à la disposition de la presse. Bon, quand un tel montant est annoncé dans un contexte de précarité pour les journalistes, les uns et les autres vont penser que c'est maintenant qu'on vient de donner 600 millions. Or, le gouvernement a dit que ces montants ont été donnés de 2019 à 2021. Il se trouve que ces montants annoncés ont été dépensés, justifiés avant même le coup d'État. Donc c'est cette confusion qui a amené beaucoup de problèmes. Je pense que nous avons fait un document qui retrace carrément la situation et qui permet de mettre tout le monde à l'aise. Nous n'avons absolument aucun problème. Le gouverneur de la région de Koulikoro préside le séminaire sur la sensibilisation des jeunes au paiement des impôts. On fait le point avec Jules Sambou Sissoko. Le paiement des impôts et taxes est au cœur des activités de l'organisation des jeunes patrons OGEP et Baromètre. Pour preuve, ce premier séminaire est régional à Koulikoro sur la sensibilisation des jeunes au paiement des impôts. La démarche est hautement patriotique dans un contexte particulier au Mali. Koulikoro, en matière de paiement de recouvrement d'impôts, est la région qui a été classée première au niveau national. Donc ça veut dire déjà on vient sensibiliser davantage pour qu'ils puissent continuer à payer les impôts. Cette activité est menée en bonne intelligence avec les collectivités, les services d'assiette de l'État et l'ordre des conseils fiscaux du Mali. Nous, on avait un objectif de 6 milliards 738 millions à réaliser
au titre de l'année 2021. Au 31 décembre, à l'heure du bilan, on était à 7,238 milliards, soit un taux de réalisation de 108%. Donc on a été félicité par les autorités du pays. L'ordre des conseils fiscaux du Mali se tient à votre disposition dans le cadre de l'accomplissement de ces missions de service public que vous faites au sein de l'OGEP. Ces missions consistent entre autres à faire connaître aux contribuables la législation fiscale et l'aider à s'y adapter. L'autorité régionale, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a de vive voix salué la pertinence de la tenue de ce séminaire régional. C'est le lieu pour moi de féliciter l'organisation des jeunes patrons pour cette initiative de haute portée en matière de citoyenneté et prouvant à plus d'un titre que les services des impôts ne sont plus perçus dans le milieu des affaires comme gendarmes, mais plutôt des partenaires privilégiés pour la prospérité des affaires. Au cours de cette cérémonie, des jeunes entrepreneurs de Koulikoro qui se sont distingués dans le paiement des impôts et taxes ont reçu des attestations de l'OGEP et Baromètre. Un sketch de Giribou Fama a mis en exergue l'importance et l'utilité du paiement des impôts qui précède les sacrifices et aumônes en espèces selon le mendiant du jour. Le Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PSJ, appelle à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Le parti exhorte toutes les parties prenantes à saisir le prochain sommet de la CEDEAO du 4 juin à Accra pour créer les conditions d'un compromis responsable en vue justement de la levée sans délai des dites sanctions. La levée des sanctions permettrait d'atténuer les souffrances des populations maliennes qui sont les premières à subir les effets négatifs des sanctions, précise le communiqué. Un autre communiqué déposé à notre rédaction, le mouvement Anko Malidron dit de ne plus se reconnaître dans les décisions prises par le comité stratégique du M5 RFP. Il décide par conséquent de mettre fin à sa participation au dit comité. Anko Malidron reste profondément attaché à l'idéal de Malikoura, aux objectifs du M5 et réaffirme sa détermination à poursuivre avec toutes et tous les Maliens le combat pour le changement, précise toujours le communiqué. La centrale syndicale de la Confédération malienne du travail a organisé un dîner de presse, c'était à la pyramide du souvenir. Le but, c'était de présenter les 10 auteurs qui retraceront l'historique du syndicalisme malien de l'indépendance à nos jours. Boubacar Kanouté était présent. Ce dîner de presse est organisé par la CMT, Confédération malienne du travail. Il vise à présenter au public les 10 auteurs qui vont élaborer un document sur les 62 ans de syndicalisme au Mali. On a choisi à peu près 10 auteurs qui vont se pencher, qui vont réfléchir sur les 70 ans du syndicalisme malien. Il s'agit de mener la réflexion pour apporter la contradiction sur l'écriture. Écrire un ouvrage d'une portée historique est un devoir de mémoire. La dynamique est désormais enclenchée. Les auteurs mesurent les défis qui les attendent. Les travailleurs du Mali ont beaucoup fait. Et il est très intéressant de pouvoir avoir au moins un petit papier qui résume un peu le travail de ces personnes-là pour montrer que eh bien, il ne peut pas rester dans l'anonymat. Tout travail doit être rapporté. Nous sommes contents de pouvoir être vraiment membres de cette commission. Il sollicite une synergie entre les syndicats pour faire du Mali un havre de paix. Voilà, Ibrahima Traoré qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir Ibrahima Traoré. Bonsoir à vous. Avec vous, lecture donc du communiqué de l'état-major général des armées faisant le point des opérations sur le terrain. Tout à fait. L'état-major général des armées communique que les forces armées maliennes continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigui. Les terroristes, dans de multiples actions désespérées, ont ciblé les populations civiles comme suit: massacre des chevaux, des paysans dans le cercle du Guéné, abus et menaces constatés sur les populations à Youarou et à Tara, restriction des mouvements des moyens de transport sur le tronçon de Douanza-Boni, abus sur les forains dans la foire d'Issei dans le cercle de Mondoro. Depuis le dernier communiqué en date du 24 mai 2022, les actions majeures FAMA face à un ennemi désemparé se sont résumées comme suit. Sur le théâtre Est et la zone sud de l'opération Maliko,
Les priorités opérationnelles ont porté sur les actions de sécurisation des populations et de ravitaillement des emprises FAMA. Les FAMA ont continué la précision du renseignement avec les perspectives de renforcement de la protection des populations et de leurs biens dans la région de Ménaka. Par ailleurs, les FAMA ont réagi dans les actions aéroterrestres à une embuscade complexe sur l'axe Gossi-Gao cet après-midi avec un bilan provisoire de 2 morts et 9 blessés côté FAMA avec 2 véhicules détruits par des engins explosifs improvisés et du côté ennemi 7 terroristes neutralisés. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko, les FAMA, dans le cadre des opérations de fouille le 13 mai 2022, dans le secteur de Serma, ont neutralisé 2 spécialistes de pose d'engins explosifs improvisés de la Katiba Serma. Les investigations ont permis d'identifier à ce jour l'un des poseurs du nom de Boukari Diko, un lieutenant très actif et très influent dans la zone. Le 24 mai 2022, les FAMA ont mené une opération aéroportée engageant les forces spéciales dans les forêts de Ganguel et Laourou dans le secteur de Téninkou, ciblant un haut cadre de la Katiba de Massina. Sur la base de renseignements précis reçus, les forces aériennes FAMA ont mené dans la matinée du 27 mai 2022 aux environs de 6 heures une frappe contre une base terroriste située à 3 km à l'ouest du village de Serma, commune de Boni, région de Douanza. Le bilan de cette frappe fait état de bilan humain. 31 terroristes neutralisés, dont des responsables recherchés, Abou Yahya Salahin, l'adjoint de l'émir de la Katiba Serma, Abdoulaye Ba alias Abdul Fataha, chef de base dans le cercle de Nyaki, Diko Boukari Al-Hadji Saïdou alias Abdul Kafar, logistien terroriste, Diallo Amadou alias Al-Moussada, originaire du village de Serma, grand chef dans le leadership de la Katiba Serma, Sidi Ould Mohamed alias Abou Azma, originaire du secteur d'Intilit, conducteur de Hamza Al-Shegenti. Il est chargé de transporter des armes pour les combattants terroristes dans le secteur du Gourma. Abou Naïm, combattant de la grande base de Serma, le corps d'un responsable terroriste est en cours d'identification. 27 autres terroristes ont été blessés au cours de cette frappe, dont Moussa Hima Diallo, légèrement blessé à la jambe et à la tête. Ils ont tous été acheminés dans le village de Serma pour des soins. Bilan matériel, 2 véhicules pick-up brûlés, dont un Kia. Une vingtaine de motos et divers matériels brûlés. Le 30 mai 2022, également sur la base de renseignements précis, les groupes armés terroristes ont constitué un important stock de riz à Zetenga, Hamo, village situé à 7 km au sud-ouest de Tchad. Une reconnaissance offensive des FAMA aux environs de 16 heures a permis d'identifier le magasin contenant 67 sacs de riz qui furent récupérés et acheminés à la base FAMA. L'unité de reconnaissance a vigoureusement réagi à une prise à partie d'un des groupes armés lors de sa retraite, faisant 3 terroristes neutralisés. L'état-major général des armées présente ses condoléances aux 2 FAMA morts au combat et souhaite prompt rétablissement aux blessés. L'état-major général des armées rassure les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens, et que les actions de recherche de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes jusque dans leur dernier retranchement se poursuivront inéluctablement. Voilà donc à Haut Touré ce qu'on pouvait retenir du contenu de ce communiqué de l'état-major général des armées. Merci Ibrahima Traoré. La transition, elle est toute trouvée pour vous dire que leur thème, dans son engagement pour soutenir les forces armées de défense et de sécurité, a organisé avec la DIRPA une rencontre avec différentes générations des forces de défense et sécurité. C'était hier au Centre international de conférence de Bamako. Un rendez-vous qui a permis à la jeune génération d'écouter religieusement leurs devanciers dans le cadre de leur mission. C'était dans le cadre d'une émission spéciale Grain de Midi
Grain de Midi spécial avec des artistes Roberto Magique et l'artiste du moment qui monte, Prince Diallo, l'enfant de Sénou. Commentaire signé Valentin Roger Diallo. La cohésion au sein des forces de défense et de sécurité ou encore la montée en puissance des FAMA, voici entre autres sujets débattus au cours de cette émission Grain de Midi spécial mannequin pendant 90 minutes. Un partage d'expériences qui aura surtout servi à la jeune génération de porteurs d'uniformes. En témoignent les sages conseils prodigués par les anciens à la retraite. Des dévanciers qui ont surtout lancé des messages pour galvaniser nos troupes présentes sur le champ de bataille. Oui, parce que la montée en puissance des FAMA face aux forces obscurantistes se concrétise tous les jours et aucun sacrifice ne sera de trop pour notre cher pays. Et pour y arriver, nos braves soldats doivent être debout sur les remparts avec le moral au beau fixe. Cette initiative de ORTM 1 de continuer à mettre en lumière la montée en puissance des FAMA et la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité est d'ailleurs fortement saluée par les téléspectateurs. Car tout comme les porteurs d'uniformes, ils auront aussi appris, notamment sur les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, sans oublier leur rôle. L'armée malienne a aussi été chantée par des artistes au cours de l'émission. Voilà, le point Covid du jour sur 508 tests réalisés, 1 cas positif, 17 guéris et 0 décès. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Que vous dit le nom Bissandougou? Peut-être pas grand-chose, Sanankoro non plus, mais Woyo-Wayanko, si pourtant tous ces noms sont très évocateurs quant à un pan important de l'histoire anti-pénétration coloniale en Afrique de l'Ouest, celle incarnée par Almami Samori Touré, roi guerrier et héros de la résistance contre le colonialisme, la colonisation française, j'allais dire, mort en détention au Gabon le 2 juin 1900, donc il y a exactement 122 ans. Aujourd'hui, Sori Ibrahima Keïta consacre sa chronique « Un jour, une formule » de ce jeudi à ce sujet. La vie de Samori Touré, une vraie longue histoire abracadabrantesque. Écoutez tous une page de la glorieuse histoire africaine. Fils d'un négociant propriétaire de bétail, sa mère sera en captivité au cours des razzias qui faisaient légion dans la contrée. Il se constitue en esclave pour libérer sa mère. Il apprend le métier des armes au cours de diverses campagnes qu'il a menées auprès de chefs locaux avant de commencer sa propre carrière. Et devient du coup anti-esclavagiste et ennemi numéro 1 à la pénétration française. Samori a été une grande figure dans la résistance à la pénétration coloniale. Il fut le fondateur de l'Empire du Wassoulou. Premiers accrochages avec les Français, février 1881, et suit la grande bataille de Woyo-Wayanko. Le 2 avril 1882, il y a eu la grande bataille de Woyo-Wayanko. Avec l'appui de son frère Keme Broma, donc Samori a pu dérouter les Français dans la bataille de Woyo-Wayanko. Fin provisoire des hostilités 3 ans plus tard, en 1891, la guerre éclate à nouveau entre les parties pour encore 7 ans, jusqu'à la chute de Sikasso. Pendant ces années interminables, celui qu'on appelle l'empereur de Wassoulou a tenu les Français à distance. Pour y parvenir, il crée une usine d'armes modernes tournant à plein régime avec 400 fabricants, met sur pied une armée disciplinée de 35 000 fantassins et 3 000 cavaliers. Il invente des techniques de la guérilla et de la terre brûlée qui donnent du fil à retordre à l'envahisseur. Face à la supériorité matérielle de l'ennemi, il utilisa la technique de la guerre populaire. Alors quand il se sent menacé sérieusement par l'ennemi, il détruisait tout sur son passage. Et cela affaiblissait davantage encore l'ennemi pour le régime. Et arrive ce 8 septembre 1898. On l'a arrêté à Guélémou, dans son camp à la frontière entre le Libéria et la Côte d'Ivoire.
Donc il a été surpris un petit matin et on l'a amené au Gabon. En 1900, il est décédé par suite d'une pneumonie. Mais on signale également qu'il y avait les conditions de détention n'étaient pas à la hauteur. Chef des troupes, stratège et politique, l'enfant de Miniamba Ndougou a su mettre en place une structure étatique des plus organisées de l'ère mandingue et de l'ère du 19e siècle, grâce à ses valeurs de bravoure et d'intelligence. Les Français ont utilisé depuis le début de la pénétration coloniale et ils continuent encore sous cette même politique, la politique de diviser pour régner. Donc cela a marché avec les rois de l'Afrique. Sinon, alors si l'appel de Samori avait été entendu, alors on aurait pu résister valablement devant l'ennemi. Les ennemis les plus mortels sont unanimes à reconnaître que l'Almami Samori ne violait jamais. C'est à juste titre qu'un refrain de la célèbre chanson du Bembeya relève qu'Almami Samori fait partie des hommes qui, bien que physiquement absents, continueront à vivre éternellement dans le cœur de leurs semblables. Donc, à inspirer les générations futures. Conducteur d'homme, il le fut en tout cas. Sori Ibrahima Keita. L'invité ce soir de l'émission Malikoura Tassira est Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Rendez-vous 21h15 pour la version française et 22h pour le Bamanankan. Entretien à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur toutes nos plateformes digitales. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le journal. Demain 20h, Nyanya Aliou Traoré prendra le relais. D'ici là, excellente nuit à nos téléspectateurs de Kati Koko, Kati Sanafra et les populations du Diogar. Qu'Allah bénisse le Mali.